Bonjour Hervé Morin, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense. Vous êtes resté 3 ans et demi à la Défense, évidemment. Et on va évoquer la situation en Côte d'Ivoire, la situation politique du Nouveau Centre, bien sûr. On va aller dans un instant à Abidjan retrouver François-Xavier Ménage. Est-ce que vous seriez, je dirais aujourd'hui, encore ministre de la Défense, est-ce que vous seriez inquiet pour les Français à Abidjan? Vous connaissez la situation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, j'ai le sentiment profond que les Ivoiriens veulent un pays en paix, un pays dans lequel la sécurité est assurée. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert de la crise de ces dernières années. Et je crois que le peuple ivoirien veut vraiment un pays stable et dans lequel on respecte le suffrage universel et la démocratie. Et donc j'espère que la sagesse du peuple ivoirien l'emportera sur j'allais dire l'absence de sagesse des responsables politiques et notamment. Vous les mettez au même plan? Non, notamment Laurent Gbagbo qui a perdu des élections. Ça a été reconnu pas seulement par les démocraties occidentales, mais ça a été reconnu aussi par l'Union africaine, par les Nations Unies, et donc le suffrage universel doit être respecté et la démocratie doit imposer son choix. On va retrouver François-Xavier Ménage qui était à Abidjan, évidemment notre envoyé spécial de BFM TV. François-Xavier, vous avez rencontré les Français d'Abidjan aujourd'hui. Dans quel état d'esprit sont-ils? Sont-ils inquiets? Alors écoutez, je suis devant une maison où habitent justement 2 Français. On vient de terminer un reportage avec Alexandre Paré que vous allez voir très vite sur l'antenne de BFM TV. Et ce qu'il faut retenir, ils nous disent oui, il y a de l'inquiétude. Pour la mère de famille qu'on a rencontrée, elle nous dit c'est même plus que de l'inquiétude. J'ai connu en 2004 des gros troubles ici. C'est-à-dire que leur maison a été pour partie pillée. Elle a été habitée, cette maison, par des personnes qui étaient dans la rue et qui se sont donc introduits dans cette demeure. Et cette mère de famille nous dit je ne veux pas revivre ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la paranoïa chez la population française de Côte d'Ivoire, mais tout de même, cette mère de famille nous dit aussi je ne mets pas ma fille à l'école parce que si d'aventure il devait y avoir des troubles, je ne veux pas qu'elle soit loin de moi. Une mère de famille qui a été traumatisée parce que en 2004, eh bien, un pont séparait sa fille d'elle-même et ça, elle ne veut pas le revivre. Alors, une fois de plus, ne tombons pas dans la paranoïa. Il y a beaucoup de Français qu'on a rencontrés qui nous disent pour l'instant, on continue à vivre à peu près normalement, mais un détail qui ne trompe pas, devant la maison où je me trouve, il y a maintenant eh bien, des personnels de sécurité qui sont armés. Ils sont 2 et ça, habituellement, ça n'est pas le cas. La famille dont je vous parle ne sort plus la nuit et elle a peur dès qu'il y a des bruits dans le jardin, même si pour l'instant, il faut le dire, Abidjan reste encore une ville relativement calme. De manière inquiétante, d'ailleurs, elle est calme, cette ville, nous disait encore un Français tout à l'heure. Merci beaucoup François-Xavier Ménage. Donc on attend votre reportage évidemment sur BFM TV. Hervé Morin, est-ce que les Français, est-ce que la France peut protéger ses citoyens, ses expatriés en Côte d'Ivoire? Souvenez-vous de la crise de 2003 ou 2004. Oui, c'était où le pays s'était embrasé, s'était scindé. C'est extrêmement difficile, c'est un grand pays. On a su le faire au Tchad, souvenez-vous. J'ai le souvenir de cette opération que nous avons menée, nous, Français, seuls. On a même assuré la sécurité des Américains, qui avaient refusé nos services dans un premier temps. Et donc, il y a, de mémoire, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, 10 à 12 000 membres militaires de l'ONUCI, de la Force des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes force de réaction rapide de cette force des Nations Unies, donc nous avons des moyens militaires, nous avons des moyens prépositionnés, il y a un système qui s'appelle le plan Guépard qui permet de monter en puissance très rapidement, mais nous sommes dans un pays souverain et donc les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Voilà, il faut espérer que ça ne se passe pas et qu'on n'ait pas besoin d'une façon ou d'une autre d'intervenir. C'est à mon sens une mission qui incomberait d'abord et avant tout aux forces de l'ONU. Voilà, et la France passerait par l'ONU. France qui a une place importante dans ses forces, puisque, de mémoire, nous avons 900 hommes. Vous vous souvenez évidemment la façon dont Nicolas Sarkozy gérait ce type de crise. Là, il est en Inde. Il les gérait très bien. Voilà, il est en Inde, il intervient, il a lancé un appel à la vigilance. Comment ça se passait? Est-ce qu'il vous laissait un peu? Est-ce qu'il laissait un peu les ministres C'était une décision collégiale. Bien entendu, c'était lui qui la prenait, c'était sa responsabilité, c'était sa décision, mais il écoutait beaucoup, consultait beaucoup. Il y avait un vrai dialogue entre les membres du gouvernement qui étaient autour de lui, et c'est après ce dialogue avec ses principaux collaborateurs et les membres du gouvernement qu'il prenait la décision. Et moi, j'ai
C'est pas l'image qu'on en a parfois. Eh ben hein, oui, voilà, je sais bien. Et vous-même qui Je vous sais sentiez bien. maltraité, qui disiez Je qu'en sais tant que bien, centriste, vous étiez maltraité, je suis pas sûre que c'est l'image que vous donniez comme ministre de la Défense et globalement du fonctionnement du gouvernement. Hein. Ma parole c'est pour ça qu'elle est libre. Ma parole est totalement libre, donc je vous raconte pas d'histoire. Parmi ses qualités, il a des défauts aussi, mais parmi ses qualités, il y a une vraie capacité à gérer des crises en fixant très clairement un certain nombre de principes auxquels il ne déroge pas, qui forment le cadre d'une décision ou non d'intervention, pour ce qui me concerne, par exemple libérer des otages, etc. Et dans ces principes, en dialoguant, construire une solution. Et les défauts ? Ouais, les défauts, vous les connaissez comme moi. Ah non. J'aurais pas dû dire ça. Par exemple. Non, je pense par exemple que nous avons besoin d'une démocratie plus équilibrée et je pense que la France a besoin de plus de sobriété dans l'exercice du pouvoir. Alors cette sobriété, elle se décline. C'est une sobriété dans la dépense publique, mais aussi dans le comportement politique quotidien, parce que au-delà des grands volumes budgétaires, vous voulez dire, on attendez, pense j'essaie de plus traduire. souvent. Laissez-moi finir. Vous voulez dire Non, je veux finir. On pense d'abord et avant tout à la nécessité de réduire la dépense publique et de revenir à l'équilibre budgétaire, mais je pense aussi au comportement de la République au quotidien. Moi-même, je l'ai vécu. Attendez, je termine. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy doit être plus sobre dans son comportement, dans ses paroles. C'est aussi dans l'expression politique, avec cette idée que l'expression politique soit mesurée afin qu'elle ne heurte pas une partie de nos compatriotes. Parce que nous sommes dans une société profondément anxieuse, avec de vraies inquiétudes. Et enfin, cette sobriété, elle doit porter aussi dans le partage du pouvoir, d'où la nécessité d'une démocratie équilibrée, c'est-à-dire d'annoncer un certain nombre de décisions après qu'elles aient été pesées, réfléchies, discutées pour trouver la meilleure solution. Parce que sinon, vous arrivez... Bon, je vais traduire. Attendez, je termine. Je vais donner des exemples pour sortir de l'abstrait. Voilà. Parce que sinon, vous arrivez à prononcer un certain nombre de discours avec un certain nombre de déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Je prends un exemple. On a eu dans l'histoire de ces 3 années le parrainage des enfants de la Shoah, ce qui n'a pas été fait parce que, de toute évidence, c'était trop rapide et ça nécessitait beaucoup plus de travail, pas assez préparé. On a eu la suppression de la publicité sur France Télévisions qui finalement n'aura pas lieu sur la partie avant 20h. On a eu l'évolution du juge d'instruction qui n'a pas eu lieu. Bref, un certain nombre de déclarations du chef de l'État qui ensuite s'avéraient tomber à l'eau. Et je pense qu'on a besoin, au contraire, de construire des décisions qui impose plus de sobriété dans l'expression politique. Donc, Nicolas Sarkozy n'était pas sobre, donc était d'une certaine façon assez brutal peut-être dans son expression, il a bousculé les gens et en plus, il ne partageait pas vraiment le pouvoir et du coup, la moitié de ses promesses sont restées lettres mortes. Alors là, vous, c'est tout d'un coup la caricature. Non, j'essaye de traduire en termes... Je crois profondément que ça n'est pas par hasard que tous les pays européens sont construits sur l'idée d'une démocratie équilibrée et sous le régime de la coalition. Je pense que dans une société moderne, qui est une société complexe, on ne peut exprimer les sensibilités d'une société que s'il y a une expression politique pluraliste dans laquelle se forme la décision politique. Alors Hervé Morin, j'en conclus que vous êtes toujours décidé à vous présenter en 2012 et que vous voudrez représenter cette voie-là. Je veux porter un message politique. Je veux que ma famille politique porte un message. Non, vous avez dit je veux porter. Je confirme. Je veux qu'il y ait quelqu'un de notre famille politique qui le porte. Et qui serait vous? Peut-être moi, qui peut être d'autres. Qui? Jean-Louis Borloo? J'en sais rien, on verra bien. Pas François Bayrou avec lequel vous êtes fâché? Nous verrons bien ce que disent les militants et qui souhaitera porter ce message. Mais sous quelle forme vous allez faire ça? Vous allez vérifier auprès des militants sous forme de primaire, sous forme de... Écoutez, moi j'ai recommencé la reconstruction du centre en 2007. Je vous rappelle que le nouveau centre, c'est un groupe de députés à l'Assemblée nationale, c'est 11 sénateurs, c'est 40 parlementaires en tout, c'est 2000 élus locaux, c'est 17 000 militants. Et donc nous avons commencé la reconstruction du centre. Quand on parle du rassemblement des centres, si nous n'avions pas fait cette démarche-là depuis 2007, c'est un sujet qui ne serait même pas abordé. Et donc je souhaite que ce rassemblement se fasse dans une indépendance à l'égard de l'UMP,
clairement en étant dans un contrat majoritaire et que ce rassemblement des centres nous amène à porter un projet politique. Et vous dites à Jean-Louis Borloo qui va réunir ses amis jeudi soir, vous lui dites sors de l'UMP et travaillons ensemble ce soir? Et ayons bien entendu en tête une idée simple, c'est qu'il nous faut un homme ou une femme pour porter notre message politique, parce que notre famille de pensée a des choses à proposer aux Français. Moi, je veux un pays qui soit, par exemple, clairement inscrit dans la mondialisation. C'est un fait, ça n'est pas une idéologie et il faut en tirer un certain nombre de conséquences. De conséquences sur la politique française, par exemple, quelle est la fiscalité pesant sur le travail, comment finance-t-on la protection sociale, et deux, par exemple, des réponses aussi européennes, parce que je crois que la réponse à la globalisation passe notamment par la création d'un fédéralisme européen, d'une fédération d'États-nations face aux grands de ce monde. Nous avons besoin de construire non pas des convergences budgétaires, c'est beaucoup plus que cela qu'il nous faut. C'est un fédéralisme budgétaire, un fédéralisme industriel, un fédéralisme économique pour que nous soyons en mesure de peser. Ça, ce sont des réponses centristes et je pense que ce message-là a besoin d'être entendu. Très brièvement, parce que Maître Kiechmann est en ligne avec nous, sur Karachi, François Léotard apparemment, dans une audition à la commission parlementaire sur Karachi, a dit que ceux qui étaient au courant des versements de commission ou de rétrocommission, c'était Renaud Dendieu-Devabre et vous-même. Est-ce que vous lui avez parlé depuis? Est-ce que vous vous êtes expliqué avec lui? J'ai vu ça il y a un an. Je lui ai adressé un message extrêmement sympathique parce que j'étais conseiller chargé des relations avec le Parlement et chargé des restructurations. Bien loin des contrats, je n'ai jamais rencontré aucune personne chargée de ces dossiers. Je n'ai jamais touché de près ou de loin à ces questions. Pourquoi dit-il cela alors, à votre avis? Et je me suis posé la question comme vous. Votre réponse? Je n'ai pas de réponse sinon celle de faire diversion ou d'essayer d'ouvrir un parapluie. Moi, j'ai joué la transparence, j'ai tout transmis au juge Trévidic. Je lui ai même dit que j'en avais plus que ce qu'il me demandait. Nous lui avons fourni. J'ai même demandé au service que j'avais consulté qu'il me confirme par écrit qu'il n'y avait aucun autre document. Que vous aviez prévu. Vraiment, je souhaite pour les 11 familles qui ont connu ce drame, eh bien que le juge puisse faire son travail avec tous les éléments du dossier. Mais sur la tête de mes enfants, je n'ai jamais touché à ces sujets-là. Merci beaucoup Hervé Morin. Merci.